Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui à New York pour trancher sur l'avenir de la FINUL au Liban. Après près d'un demi-siècle de présence au sud du pays, les casques bleus devraient voir leur mandat prolongé une dernière fois avant un retrait progressif fixé à 2027. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter à New York une ultime prolongation de leur mandat avant un retrait définitif prévu en 2027. Depuis mars 1978, la FINUL déploie plus de 10 800 soldats de la paix au sud du Liban pour faire tampon entre Israël et le Liban. Mais cette mission, régulièrement renouvelée jusqu'ici, se heurte cette année à l'hostilité d'Israël et des États-Unis qui souhaitent un départ définitif. La France, chargée du dossier au Conseil de sécurité, proposait initialement une prolongation d'1 an. Mais pour éviter un veto américain, le texte a été durci. Il prévoit une ultime extension du mandat jusqu'au 30 décembre 2026, suivi d'un retrait progressif d'1 an. C'est un tournant historique. L'armée libanaise devra prendre seule le relais de la sécurité dans le sud du pays, alors même que la région reste instable, explique un spécialiste du Proche-Orient. Beyrouth s'est engagé à désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année, conformément au cessez-le-feu signé avec Israël en 2024. Mais le président Joseph Aoun a récemment averti limiter la présence de la FINUL alors qu'Israël occupe encore des portions du territoire libanais pourrait fragiliser la stabilité. Israël maintient en effet des troupes sur 5 positions au nord de la ligne bleue et poursuit régulièrement ses frappes au Liban malgré l'accord. L'armée libanaise a reçu une nouvelle livraison d'armes provenant des camps palestiniens du Sud, une démarche qui s'inscrit dans l'effort pour l'État afin de rassembler tout l'arsenal en dehors des mains des groupes armés et le placer sous son autorité. À Tyr, l'armée libanaise a reçu 7 camions remplis d'armes légères, de roquettes et de lanceurs B-7, ainsi que des roquettes Grad. Une scène inédite au cœur d'un processus de récupération de l'arsenal palestinien en dehors des camps. Cette livraison concerne les camps de Rachidiyeh, Borj Shmeli et Al-Bas. Mais dans le camp de Rachidiyeh, des tirs et des manifestations ont été signalés par certains habitants, exprimant leur méfiance vis-à-vis d'un processus considéré comme dicté par des pressions internationales. Pour l'armée libanaise, l'enjeu est clair, rétablir son autorité exclusive sur tout le territoire. En Syrie, cette fois, un média d'État affirme qu'Israël a mené une opération aéroportée au sud de Damas après plusieurs frappes meurtrières dans la zone. Un média officiel annonce qu'Israël a mené une opération aéroportée près de Damas après avoir bombardé la zone à 2 reprises cette semaine, une première de ce genre depuis la chute du régime Assad fin 2024. Selon l'agence de presse officielle syrienne, Sana, des troupes israéliennes auraient été déployées mercredi soir dans le secteur de Kesweh, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale. La zone avait été ciblée mardi par l'aviation israélienne. 6 soldats syriens y ont été tués, d'après le ministère syrien des Affaires étrangères. Le site aurait abrité des bâtiments militaires et des armes destinées au Hezbollah, allié de l'Iran, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mercredi, le site a de nouveau été bombardé avant que ne soit déclenchée l'opération aéroportée. L'armée syrienne affirme avoir découvert des dispositifs de surveillance et d'écoute avant ces frappes. Si cette opération est confirmée, elle marque un tournant. Israël ne se contente plus de frappes aériennes, mais projette aussi des troupes près de Damas, affirme un expert militaire. L'armée israélienne n'a pas confirmé l'opération. Son ministre de la Défense, Israël Katz, a simplement affirmé que ses forces opéraient jour et nuit partout où cela est nécessaire pour la sécurité du pays. Israël et la Syrie restent techniquement en état de guerre depuis des décennies, même si un dialogue sous l'égide des États-Unis est en cours depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Ahmadinejad. Israël accentue la pression militaire autour de Gaza-Ville, présentée comme le dernier bastion du Hamas, malgré les appels internationaux à cesser l'offensive et les accusations de famine lancées par l'ONU.
À Gaza, l'armée israélienne intensifie ses frappes et ses opérations autour de Gaza-Ville au prix de dizaines de victimes selon la défense civile locale. La population prise au piège n'a guère d'issue. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sous pression croissante en Israël comme à l'étranger, a validé un plan pour s'emparer de la ville. Son ministre de la Défense menace même de la raser si le Hamas n'accepte pas les conditions israéliennes, désarmement et libération des otages. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté pour réclamer un accord immédiat mettant fin à la guerre et permettant le retour des captifs. Sur 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza. Sur le plan humanitaire, l'ONU a officiellement déclaré la famine dans la bande de Gaza. Israël rejette ce constat, parlant de chiffres fabriqués de toutes pièces. Mais les images de malnutrition, notamment parmi les enfants, alimente l'indignation internationale. Au Conseil de sécurité, les ONG alertent sur une situation catastrophique et sans précédent. À Washington, Donald Trump a présidé une réunion sur le jour d'après à Gaza, en présence notamment de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Mais aucune précision n'a filtré sur le contenu des discussions. Près de 63 000 morts côté palestinien selon le Hamas, plus de 1200 côté israélien depuis 2 ans de guerre. Gaza reste l'épicentre d'un conflit qui menace encore de s'étendre, tandis que la population paye le prix le plus lourd. Une attaque d'une ampleur inédite frappe Kiev, 14 morts, des dizaines de blessés et des destructions massives, alors que la Russie a lancé près de 600 drones et plus de 30 missiles sur l'Ukraine. 14 personnes ont été tuées à Kiev, dont 3 enfants et plus de 30 blessés. L'attaque, d'une intensité record, a également endommagé les locaux de l'Union européenne. Les habitants de Kiev ont passé la nuit terrés dans les abris, au son des sirènes et des drones. L'armée de l'air ukrainienne affirme que près de 600 drones et 31 missiles ont été lancés par la Russie, dont la majorité a été interceptée. Mais certains projectiles ont frappé de plein fouet des zones résidentielles. Un immeuble a été littéralement coupé en deux par une frappe, laissant un cratère de 5 étages. Des dizaines de voitures ont brûlé, une école maternelle et un centre commercial ont été endommagés. 14 personnes ont péri et 3 enfants figurent parmi les blessés. Les secours recherchent encore des habitants coincés sous les décombres. Le bâtiment de la mission de l'Union européenne à Kiev a été touché. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est dit horrifié, dénonçant l'agression russe et promettant de renforcer le soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, lui, accuse Moscou de préférer les missiles balistiques à la table des négociations et réclame de nouvelles sanctions contre la Russie, tout en appelant la Chine et la Hongrie à sortir de leur ambiguïté. Sur le terrain, la Russie occupe désormais environ 20% de l'Ukraine et continue d'avancer dans l'Est et le Sud, profitant de la fatigue des troupes ukrainiennes. Cette attaque survient alors que Kiev espère encore une rencontre de paix entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sous l'égide des États-Unis. Mais pour l'heure, la guerre se poursuit et les civils en payent le prix le plus lourd. Au Népal, enfin, les drones deviennent les nouveaux alliés de l'environnement. Sur les pentes de l'Everest, surnommée parfois la plus haute décharge du monde, ces engins volants récupèrent désormais des centaines de kilos de déchets, soulageant ainsi guides et alpinistes d'une tâche périlleuse. Chaque année, des centaines de grimpeurs laissent derrière eux des tonnes de détritus sur les pentes de l'Everest. Bouteilles plastiques, bonbonnes d'oxygène, cordes ou tentes abandonnées. Résultat, un paysage grandiose transformé en décharge à ciel ouvert. Pour y remédier, 2 drones gros porteurs ont été mis à contribution lors de la dernière saison d'ascension. Télécommandés depuis le camp 1 à plus de 6000 mètres d'altitude, ils ont réussi à évacuer près de 300 kilos de déchets. Ces drones peuvent transporter de lourdes charges en seulement quelques minutes. C'est plus sûr, plus rapide et plus économique que les méthodes traditionnelles, explique Raj Bikram Maharjan, directeur d'Airlift Technology. Les drones ne servent pas seulement à dépolluer,
Ils allègent aussi la charge des Sherpas en transportant des bouteilles d'oxygène, des cordes et échelles, notamment sur la périlleuse cascade de la glace de Khumbu, une avancée qui permet d'économiser temps et énergie. Le recours à cette technologie est salué par les associations de protection de l'environnement himalayen qui voient dans ces opérations un moyen de préserver un écosystème fragilisé par le réchauffement climatique et le tourisme de masse. Pour les habitants du Khumbu, région de l'Everest, ces drones sont un véritable espoir. En 10 minutes, ils transportent autant de déchets que 10 personnes en 6 heures, résume un responsable local. Après l'Everest et l'Amadablam, les drones seront testés le mois prochain sur le Manaslu. Objectif, changer durablement la donne et montrer que ces machines ne servent pas qu'à la guerre, mais aussi à sauver des vies et protéger la montagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.